Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. La femme est au cœur des priorités de l'État. La femme est à la tête de l'agenda 2030. Quand on parle de la femme, on parle de droits, on parle d'émancipation, on parle de financement, on s'adresse à la femme qui soutient une famille. Dans quelle mesure elle serait capable à être autonomisée, à gérer sa famille, à desservir les besoins de sa famille. Et dans ce sens, l'État a entrepris plusieurs initiatives et à leur tête l'initiative Mastoura qui en arabe dialectal veut dire qu'elle n'a besoin de personne, qu'elle arrive à être autonome, et c'est une initiative qui est basée sur le travail de la femme. Dans quelle mesure, grâce à cette initiative, les femmes, notamment dans les sociétés rurales, dans les sociétés éloignées comme Halaïb et Chalatine au sud-est du pays et dans toute la Haute-Égypte, dans quelle mesure ces femmes auront accès à un financement, à un prêt sans intérêt qui serait couvert ou qui serait payé par plusieurs versements de manière à ce qu'elles puissent monter leur propre projet au sein de leur domicile. Aussi, il y a une autre initiative qui a été suggérée par une adolescente, Maya Abouzé, d'une initiative qui veut dire on n'est plus des enfants, et une initiative baptisée Noura. Et Noura, c'est un nom de femme. Et c'est grâce à cette initiative que les femmes aussi auront accès à beaucoup de droits. Et d'une manière générale, l'État, selon plusieurs initiatives présidentielles, a donné beaucoup de droits aux femmes d'une manière générale. Et pour lancer ou pour focaliser sur les droits de la femme, pas seulement aux postes auxquels elles ont eu accès ou aux droits qu'elles ont acquis, mais aussi les droits selon la loi susceptibles de les protéger en Égypte, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ici au studio Dr Yousra Chaaben, professeur de droit international. Dr Yousra Chaaben, bonsoir et bienvenue avec nous. Merci, bonsoir. Docteur Yousra Chaaben, plusieurs initiatives ont été lancées en faveur de la femme, susceptibles de les autonomiser de manière à ce qu'elles puissent être indépendantes, qu'elles n'aient pas peur de divorcer, qu'elles n'aient besoin de personne. Oui, alors, on aimerait jeter la lumière un petit peu sur l'idéologie, sur l'essence de ces initiatives. Tout d'abord, ces différentes initiatives, elles viennent dans la philosophie ou l'idéologie de la stratégie des femmes 2030. Cette stratégie égyptienne nationale pour les femmes, elle est consistée de 4 axes. Parmi ces axes, y compris ces axes, il y a l'axe économique, financier, l'axe de protection, l'axe politique, l'axe de l'autonomisation. Alors tous ces axes-là, ils donnent sens à ces initiatives qui veulent que la femme égyptienne soit indépendante, autonome, elle puisse assurer toutes ses charges avec ou sans être en famille. C'est une responsabilité énorme qu'elle assume tous les jours. C'est la raison pour laquelle l'État égyptien a essayé d'être à côté de ces femmes et de lancer les initiatives comme vous l'avez mentionné. Eh bien, à commencer par la première initiative. La première initiative, c'est l'initiative Mastoura, et comme je vous l'ai mentionné, en langue dialectale égyptienne, ça veut dire qu'elle n'a besoin de personne. Et donc, cette initiative est au service de la femme. Des dizaines d'initiatives et de législations sont lancées par le gouvernement et les ONG afin d'assurer l'autonomisation, l'égalité et une vie décente à la femme égyptienne. La femme égyptienne est capable de travailler. C'est le slogan de l'initiative Mastoura lancée par le fonds Tahia Masr ou Vive l'Égypte en collaboration avec la banque Nasser. Voyons les détails dans ce compte rendu. La femme égyptienne est capable de travailler. C'est le slogan de l'initiative Mastoura lancée par le fonds Tahia Masr ou l'Égypte, et cela en collaboration avec la banque Nasser dans le but de soutenir et d'autonomiser les femmes égyptiennes, en particulier celles qui soutiennent leur famille. Ayant un aspect économique, cette initiative offre un financement qui varie entre 4 000 et 50 000 livres égyptiennes. Cette somme est remboursée mensuellement sans intérêt sur une période maximale de 24 mois.
À noter que depuis son lancement en 2017 jusqu'à 2023, Mastoura a présenté un financement de 448 millions de livres à près de 24 226 000 femmes. Cette initiative présidentielle fournit un financement afin de soutenir les femmes pour la création de micro-projets, de commerce à domicile, de services ou de production industrielle et de leur garantir une source de revenus stable pour prendre soin de leur famille. Elle accepte les femmes âgées de 21 à 60 ans. Cette initiative a réussi à atteindre des zones éloignées comme Halaïb et Chalatin, ainsi que les villages isolés de la Haute-Égypte. La banque Nasser leur propose également des services de communication et de distribution de leurs produits. Sous la supervision du ministère de la Solidarité sociale, les bénéficiaires de Mastoura peuvent participer aux foires trimestrielles de Diorna, qui sont organisées dans différents gouvernorats pour les aider à vendre leurs productions. Docteur Yousra Chaaben, pour que ces initiatives soient effectives et que les femmes puissent en profiter, il faut aussi que ces femmes soient protégées par des lois, n'est-ce pas? Donc récemment, il y a eu des amendements et il y a eu des lois qui ont été promulguées pour les protéger. Oui. Par exemple, la philosophie déjà de ces lois, elle commence des articles mentionnés à la Constitution égyptienne de 2014. Les articles, par exemple, l'article 11 qui consiste ou qui cite l'égalité homme-femme, l'article 17 qui prévoit la présentation des services sociaux pour les femmes. Alors, toutes les lois ou le cadre juridique égyptien, il vient souligner ou mentionner les articles mentionnés ou cités dans la Constitution égyptienne. Parce qu'en droit, au tout début de la hiérarchie des normes, on a comme une pyramide en droit. Tout en haut, on a la Constitution dans tout système juridique. Alors, toute loi doit être conforme à la Constitution. Alors toutes les lois qui sont venues renforcer par exemple la sanction de l'harcèlement, y compris l'harcèlement physique ou l'harcèlement moral, elles viennent pour être alignées avec les articles mentionnés à la Constitution égyptienne de 2014. Par exemple, ou citant en particulier la sanction de l'harcèlement qui a renforcé la sanction de l'harcèlement, qui a transformé le délit à un crime, qui a renforcé la sanction de 5 ans à 10 ans de prison et qui peut être doublée en cas de domination, c'est-à-dire s'il s'agit d'un parent et un enfant, s'il s'agit d'un mari et sa femme, s'il s'agit d'un fonctionnaire pour son employé par exemple, fonctionnaire pour son employeur et employé, ainsi de suite. Alors ces crimes ont été, les sanctions de ces crimes ont été renforcées pour donner plus de protection à la femme, ce qui vient aussi à la lumière de la stratégie nationale de la femme égyptienne 2030 et à la lumière de la Constitution égyptienne de 2014. Voilà. Il y a eu aussi d'autres lois concernant des actes qui avaient trait à la société, et notamment dans les sociétés les moins privilégiées, les sociétés rurales où il y a moins d'éducation, où il y avait aussi moins d'éducation, et des actes qui étaient contre la femme. Oui, par exemple, l'intimidation, ce qu'on appelle en arabe tanamur, cet acte est devenu déjà un crime, ce qui n'était pas le cas. Et la sanction de cet acte, c'est la détention de 6 mois et l'amende de 30 000 livres égyptiennes en cas cet acte. Par exemple aussi, je cite, mais d'une façon un peu large, la loi pour l'investissement.
Par exemple, ça c'est une précision qu'on ne jette pas habituellement la lumière, mais c'est un amendement très important parce qu'on a donné à la femme égyptienne l'égalité pour être un investisseur au nom de la loi, comme le citent les premiers articles à la loi de 2017 pour l'investissement, pour être au même pied d'égalité pour hommes-femmes, pour l'investissement aux yeux de l'État égyptien. Je cite aussi ce qui concerne pour la protection de la famille en général, l'enlèvement. La sanction de l'enlèvement a été aussi, l'enlèvement pour les enfants, a été aussi renforcée pour arriver à 10 ans de prison et un montant aussi d'amende de livres égyptiennes. Aussi, je cite en l'occurrence également la loi pour la protection des handicapés, ou les femmes handicapées en particulier. Et je me rappelle que le Conseil national des femmes a donné des recommandations très précieuses et très importantes pour mettre en place cette loi pour les handicapés et pour protéger en particulier la femme égyptienne handicapée. Nous allons revenir sur ça d'une manière plus détaillée, mais à présent, il y a une autre initiative aussi qui a été lancée, l'initiative baptisée Noura, qui a été lancée selon la suggestion d'une adolescente, Maya Abouzid, mais pour l'instant, nous allons vous retrouver dans quelques instants. La femme égyptienne et les droits acquis, les initiatives présidentielles mises en place de manière à améliorer la vie des femmes, de manière à permettre à toutes les femmes qui se trouvent non seulement dans les grandes villes, les cités, mais qui se trouvent dans les régions éloignées, les sociétés rurales et les femmes les plus démunies, pour leur donner accès à un financement de manière à ce qu'elles puissent monter leur propre projet, à avoir une autonomie, à être émancipées et à gagner leur vie de manière à pouvoir soutenir leur famille. Parmi ces initiatives, et outre l'initiative Mastoura que nous avons passée en revue au début de notre rencontre, et une autre initiative vient d'être lancée, c'est l'initiative Noura. Et elle porte aussi sur l'autonomisation des femmes, car tout se joue dès l'adolescence. Il faut dire que Noura, c'est le nom d'un programme lancé par le Conseil national de la femme pour l'autonomisation des adolescents vivant dans les zones rurales, et il vise à les sensibiliser à leurs droits et à leur donner les aptitudes nécessaires pour qu'elles soient des femmes conscientes de leurs droits, qu'elles puissent passer leur vie dans des conditions meilleures par rapport à leurs aînés. Voyons les détails dans ce compte rendu. Les adolescentes ne sont plus enfants, pas encore femmes, et ont des besoins spécifiques. Et c'est pour répondre aux besoins des filles âgées entre 10 et 14 ans que le Conseil national de la femme a créé le programme Noura. L'idée est née suite au message d'une adolescente qui s'appelait Maya Abouzid. Cette dernière voulait adresser un message au Conseil national de la femme. Les filles de son âge ont besoin d'échanger des idées, des opinions, ce qui pourrait contribuer à l'épanouissement de leur personnalité et d'éviter tout dérapage durant cette période de l'adolescence marquée par d'importants bouleversements. Une poupée portant le nom propre Noura a été créée. Elle est devenue le symbole dont s'inspire Maya Abouzid. La stratégie du programme est de se rendre dans les villages lointains de Haute-Égypte pour doter les filles de connaissances utiles à la vie courante. Et les facilitatrices chargées de simplifier cette action de grande envergure ont suivi un stage de formation à Assiout et à Soheg, les villes où habitent les personnes bénéficiaires du projet national Vie décente. Ces dernières avaient véritablement besoin d'une éducation sensible au genre afin de compléter les objectifs durables de développement 2030. Les facilitatrices, dont l'âge varie entre 18 et 24 ans, sont issues du même village que les adolescentes participant au programme Noura.
Leur mission est d'offrir aux adolescentes des séances de formation d'une durée de 10 mois, réparties sur 40 semaines. Les facilitatrices aident les filles à parler d'elles-mêmes, à raconter leurs soucis ou à aborder n'importe quel sujet pour mener plus tard une vie saine, tracer leur chemin et réaliser leurs rêves. Le programme Noura est également destiné aux parents des adolescentes qui sont également sensibilisés afin d'inciter leurs filles à profiter du programme. L'impact de Noura est évident puisque les familles de Haute-Égypte ont autorisé à leurs filles de faire du sport en s'inscrivant dans les centres de jeunesse. Le programme Noura leur donne également la possibilité de jouer des rôles de personnages dans de petites pièces de théâtre qui abordent des problèmes ou des phénomènes sociaux tels que le mariage précoce ou l'excision et se termine avec une morale pour bannir les pratiques barbares. Le programme Noura est conscient que les filles et les femmes sont des acteurs clés du développement en Égypte. Ces initiatives aident ces femmes, ces initiatives constituent un canal à travers lequel ces femmes voient le jour. Docteur Yousra Chaaben, vous êtes professeur de droit international. Dans quelle mesure l'université aide les jeunes filles d'une manière générale, les adolescentes éduquées, et aussi dans quelle mesure l'université est une tribune pour les femmes à travers ces activités? Il est important déjà de vous dire que dorénavant, nous avons des unités pour les femmes, pour anti-harcèlement et pour la protection des femmes dans toutes ou presque toutes les universités égyptiennes, y compris par exemple l'université Ain Shams. Des protocoles ont été conclus entre les universités et le gouvernement égyptien, présentés par le Conseil national des femmes. Je vous parle en particulier de l'unité anti-harcèlement et de la protection des femmes à l'université de Ain Shams parce que ce protocole a été créé en 2018 par le biais ou avec la coordination des Conseils nationaux des femmes pour donner suite à beaucoup d'activités pour les femmes, pour les étudiantes en particulier qui viennent pour supporter leur psychologie, leur morale, leurs éducations, leurs études, leur lieu, leur logement. On est toujours à leurs écoutes et surtout la sensibilisation pour les vagues féminines ou pour la culture féminine au sein des universités égyptiennes. Parce que le fait de changer des mentalités, c'est pas du tout facile. Ça prend du temps, ça prend des années. Et donc nous, en particulier à l'unité anti-harcèlement ou anti-violence à l'université Ain Shams, nous programmons des présentations, des campagnes de sensibilisation pour sensibiliser les étudiants, les étudiantes de leurs droits, comment elles peuvent être protégées en cas de viol par exemple, en cas d'harcèlement, parce qu'en fait l'harcèlement, soit qu'il est physique ou moral, il peut venir en fait d'un proche, d'un parent, d'un frère, d'un oncle, de quelqu'un de vraiment d'un voisin, de quelqu'un de vraiment proche de la fille ou de la fillette de l'étudiante, et parfois elle n'est même pas capable d'articuler ou d'exprimer sa tristesse ou son choc ou voilà. Alors nous, au sein de cette unité, on a non seulement le support législatif, mais aussi une clinique ou un support moral ou psychologique qui donne ce soutien nécessaire aux étudiantes. Et surtout, on a une page Facebook. Sur cette page, on a créé plusieurs campagnes de sensibilisation. La première était Arafi Haqq, c'est connaître tes droits, et c'est surtout adressé aux fillettes et aux étudiantes au sein des universités. Deuxième série, on a lancé la série Nisa Mulhimet.
les femmes égyptiennes pionnières dans le cadre de faire savoir en fait, pour faire savoir aux filles ou aux étudiantes leurs histoires féminines, leurs histoires, les pionnières, par exemple comme Doreya Shafi, et comme plusieurs. Parce qu'aujourd'hui on a lancé cette campagne de Nisa Molhemet, et la première parmi lesquelles on a commencé, c'était la figure féminine Doreya Shafi, une pionnière égyptienne dans les années 40-50. Peut-être qu'on pourrait rafraîchir la mémoire de notre public et dire pionnière dans quel domaine? Pionnière par exemple dans le domaine politique, parce que grâce à elle, la femme égyptienne a pu prendre en main le droit de vote. Effectivement. Parce que avant parce que comment elle l'a fait en fait? Elle était vers le syndicat des journalistes, et elle a pu ouvrir les portes du Parlement égyptien, c'était dans les années 40-50, pour donner le droit à la femme égyptienne de voter. Avant cette date, la femme égyptienne n'avait même pas le droit de voter, de donner sa voix et de bâtir ou de construire son futur ou son avenir politique en Égypte. Voilà. Effectivement. Il faut dire que des initiatives concernant les droits, non seulement l'émancipation de la femme, mais parlons un petit peu des droits. Il faut dire que la femme égyptienne a connu un soutien sans précédent au cours de ces dernières années. Elle a acquis des gains stratégiques qu'elle n'a pu avoir auparavant, et les femmes ont atteint un niveau historique, si on peut le dire, d'émancipation politique et économique, et ont été fortement lancées dans les postes gouvernementaux, en particulier ceux qui étaient auparavant interdits, comme les femmes juges par exemple. Voyons les détails dans ce compte rendu. La présidence a lancé une stratégie pour l'autonomisation des femmes égyptiennes 2030, visant à développer une vision et a servi de feuille de route pour l'État. Sur le plan politique, la femme a pour la première fois assumé le poste de conseillère du président de la République. Grâce à la volonté politique, le taux de représentation de la femme en 2020-2021 a atteint 15% au Parlement et 25% dans l'administration locale, selon le Conseil national des femmes. L'État compte même augmenter le nombre des femmes au Parlement pour atteindre entre 30 et 35% d'ici 2030. Nous observons également la nomination de plusieurs femmes au poste de ministre et de maire, ce qui n'était pas le cas auparavant. La première femme gouverneure a été nommée à Béhir en 2017 et à Damiette en 2018. Enfin, les femmes sont fortement présentes dans le processus électoral. Sur le plan judiciaire, la femme égyptienne est parvenue pour la première fois de l'histoire à intégrer le Conseil d'État et le Parquet général en juin 2021, où 97 femmes juges ont été recrutées. Ces deux institutions étaient jusqu'à cette date exclusivement masculines. D'autres avancées ont été réalisées au niveau législatif pour préserver les droits des femmes, à l'instar de la loi qui, en août 2021, a aggravé la peine pour harcèlement direct et électronique, considéré désormais comme un crime. Les sanctions ont été ainsi rendues plus sévères pour tout type de harcèlement. La nouvelle loi sanctionne l'utilisation de moyens de communication filaires, sans fil ou électronique, ou de tout autre moyen technique comme outil de harcèlement sexuel. Le harcèlement est devenu un crime passible d'une peine d'emprisonnement d'au moins 5 ans, alors que l'ancien code pénal considérait le harcèlement sexuel comme un délit. Ces diverses avancées sont finalement le fruit de longues années de militantisme. Ces lois qui ont non seulement protégé la femme, mais aussi une volonté de la
égyptienne, une volonté politique de propulser les femmes au devant de la scène vers des postes auxquels elles n'avaient pas d'accès auparavant. Oui. Et aussi, nous maintenons cette égalité au niveau des salaires entre les femmes et les hommes, une égalité au niveau des droits qui n'existe pas dans d'autres sociétés, même dans les sociétés développées. C'est vrai que ça devient de plus en plus remarquable, comme on a mentionné dans ce rapport, que ça vient avec beaucoup d'années et beaucoup de militantes qui ont pu ou qui ont essayé de mettre en place ces droits. Par exemple, ce qui est vraiment remarquable, c'est la femme juge. Avant 2021, on avait juste des cas particuliers qui sont nommés par le président de la République comme juge. Mais on n'avait pas l'accès direct et initial au Conseil d'État et au parquet général. À partir de 2021, c'est grâce à l'initiative du président de la République et de la volonté politique de donner plus de place pour la femme au sein de l'autorité juridique et judiciaire en général. On a donné l'accès initial, c'est-à-dire dès le début, les diplômés ou les diplômés avec EMUE, accent aigu, EMUE, elles peuvent présenter déjà leur dossier devant le conseil pour être recrutées devant le Conseil d'État et le parquet général, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant, du tout, jusqu'à 2021, c'est vraiment récent. Moi, je trouve que c'est une très grande victoire. Parce que parmi les axes principaux de la stratégie 2030 pour le développement durable et pour la femme égyptienne, il y a l'axe autonomisation. Autonomisation politique et économique, etc. ne viendra jamais si cette femme n'a pas un poste important dans ce pays. Elle doit être assurée financièrement et politiquement pour qu'elle soit forte et pour qu'elle puisse avoir en main sa volonté et être capable de protéger soi-même et ses enfants ou sa famille ou tout proche en fait. Ça ne vient jamais sans l'indépendance. Et je souligne ceci, l'indépendance financière de la femme. C'est la raison pour laquelle on a ces sortes d'initiatives et surtout on jette la lumière où on met le focus sur ces initiatives pour le sens économique parce que les femmes ne seront jamais émancipées, ne seront jamais fortes sans être indépendantes financièrement. Si elle est toujours sur une tutelle ou une curatelle, elle ne serait jamais juge, elle ne serait jamais dans un poste de fonction ou de haute fonction. Docteur Youssa Charben, vous êtes professeur de droit international. Je vous remercie infiniment pour votre présence avec nous. Merci. La femme est toujours, encore une fois, au cœur des priorités de l'État. La femme est propulsée au devant de la scène et pour qu'elle puisse être propulsée au devant de la scène et pour qu'elle puisse trouver son chemin, il faut qu'elle soit protégée par des lois. Il faut qu'elle ait un statut qui est soutenu par une volonté politique. Avant de vous quitter, nous venons juste d'apprendre qu'il y a une séance qui se tient au sein du Conseil de sécurité pour la Palestine. Espérons qu'il puisse parvenir à un cessez-le-feu. Espérons qu'il puisse encore mieux mettre terme à ce génocide inhumain. C'est du jamais vu. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous et à la prochaine.